à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Direct. Je m'appelle Emma et je suis Content Lead chez PayFit et j'ai le plaisir de vous retrouver après notre édition de décembre 2024, donc il y a quelques mois de cela. L'objectif aujourd'hui, c'est de revenir ensemble sur l'actualité juridique du moment, sur les points de saisonnalité à garder en tête, mais également sur les nouveautés PayFit qui peuvent faciliter votre quotidien. Donc bon, comme toujours, installez-vous, pas de pression. Avant de réellement commencer ce webinaire, je vais revenir sur quelques points pratiques pour que tout se passe bien pour vous. Donc déjà, premier point, si vous avez des questions sur les sujets qui sont abordés, posez-les dans l'onglet questions, parce que du coup, ça nous permet de centraliser l'ensemble des questions versus le chat, où du coup, vous pouvez parler et échanger ensemble. Donc nos experts PayFit juridiques, paye et produits sont disponibles pour vous répondre en direct à l'écrit, donc vraiment n'hésitez pas. On n'aura pas de session questions-réponses sur ce plateau à la fin du webinaire. Donc vraiment profitez de cet espace écrit pour poser toutes vos questions et votez également pour les questions qui vous intéressent également. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions pendant ce webinaire. Ce webinaire vous sera également proposé en replay, donc pas de panique, vous allez le recevoir à la fin dans votre boîte mail. Donc là, on a posé les bases techniques. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va commencer par le petit sommaire. Donc on va parler des dernières actualités juridiques. On a notamment la loi de finances, le PLFSS 2025, donc voilà des sujets qui vous intéressent particulièrement. On aura un focus sur l'apprentissage et les congés et absences 2025. On verra ensuite les échéances à venir et les nouveautés PayFit, comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien, mais avant de parler de ces nombreux sujets, retour sur l'actualité, comme promis, avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Emma. Donc Mathilde, tu es juriste en droit social chez PayFit. Donc, pendant cette édition de webinaire, on va revenir sur la situation inédite en fin d'année dernière. Donc, il y a eu le renversement du gouvernement. Comme vous le savez, il y a eu un retard dans l'adoption des deux textes majeurs, loi de finances et PLFSS 2025. Il y a eu la nomination d'un nouveau gouvernement. Les textes ont été définitivement adoptés et publiés au journal officiel 2 semaines après. Est-ce que tu peux revenir dans un premier temps, Mathilde, sur les principales mesures issues de la loi de finances 2025 qui impactent la paye et les services RH? On aura ensuite Quentin, qui est notre expert paye et produits, qui reviendra sur la loi de financement dans un second temps. Hop, et je te laisse le micro avec ces premières mesures. Merci Emma. Alors oui, la loi de finances a été publiée du coup au journal officiel, comme tu le disais, le 15 février dernier, après quelques attentes. Et il y a plusieurs mesures donc, qui impactent nos employeurs et nos clients. Et il faut bien être vigilant, toutes les mesures que je vais évoquer par la suite n'ont pas forcément la même date d'application. Donc je te propose dans un premier lieu de revenir sur 3 mesures phares, dont la première concerne la prolongation d'un dispositif concernant la prise en charge des frais de transport en fait, du lieu de domicile du salarié au travail, au-delà de 50%. Donc en fait, depuis 2022, il y avait un régime social et fiscal de faveur qui était appliqué en fait sur la prise en charge au-delà de 50%, jusqu'à 75% des abonnements de transport en commun et de vélos en libre service par l'employeur. Donc ici, on parlait, comme je disais, d'une exonération et il n'y avait pas besoin de justifier d'un certain éloignement. D'accord. Donc en fait, ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2024 et du coup, la loi de finances 2025 a prolongé en fait cette durée jusqu'au 31 décembre 2025. Concernant un deuxième dispositif qui était également temporaire, c'est le dispositif de monétisation des jours de RTT. Donc, initialement, c'était un dispositif qui devait prendre fin donc, le 31 décembre 2025, mais la loi de finances a d'ores et déjà en fait, prévu une prorogation d'1 an jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, pour rappel, Emma, ce dispositif permet aux salariés de monétiser des jours de repos qu'ils ont pu acquérir dans le cadre en fait, d'un accord d'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine ou bien d'un accord collectif antérieur à 2008. Et ce qu'il faut bien savoir également, c'est que ces journées ou ces demi-journées de repos qui ont été acquis dans ce cadre-là bénéficient en fait d'une majoration de salaire équivalente, qui s'aligne en fait sur le régime social et fiscal des heures supplémentaires. Très bien.
Et troisième point. Enfin, la troisième mesure que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui est l'évolution de la grille des taux neutres pour le prélèvement à la source. Donc là, la loi de finances de 2025 prévoit une évolution au 1er mai 2025. Et du coup, il y aura un impact pour certains des salariés concernant la retenue sur salaire et donc à la source. Sachez que, comme tous les barèmes, ces derniers seront mis à jour automatiquement dans Payfit à cette date-là. Parfait, merci pour ces premiers éclairages. Est-ce que tu peux nous parler de la création d'un nouveau dispositif d'activité partielle? On appelle ça l'APLD rebond. Alors oui, Emma, la loi de finances vient créer un nouveau dispositif, donc c'est l'activité partielle de longue durée rebond, qui s'inspire en fait d'un mécanisme qui avait été créé dans le cadre de la crise financière, la crise sanitaire, pardon, Ouais. et qui a fermé depuis janvier 2023, si ma mémoire est bonne. Donc, en fait, dans l'esprit du texte, les employeurs peuvent demander à bénéficier de ce nouveau dispositif depuis le 1er mars 2025. En revanche, toutefois, la théorie et la pratique sont parfois différentes et on est en attente d'un décret d'application pour la mise en œuvre en fait, des différentes modalités. Donc, on est en attente de précision à ce sujet. Mais tout de même, pour revenir sur l'objectif principal de ce nouveau dispositif, c'est de permettre en fait, un soutien renforcé aux entreprises qui ont des difficultés économiques. Ouais. Tout en s'inscrivant en fait, dans une logique de sécurisation professionnelle et de développement des compétences. En fait, ici, ce dispositif va répondre à des situations de ralentissement économique qui sont durables pour ces entreprises, tout en offrant en fait, des conditions plus favorables pour les salariés et pour les employeurs. Donc là, on peut le voir ici. Par exemple, il y aurait un meilleur taux d'indemnisation pour les salariés, une meilleure prise en charge pour les salariés, une durée d'application aussi potentiellement plus longue que le droit commun, que l'activité partielle classique. Toutefois, forcément, une contrepartie à tout ça, les employeurs devront respecter des engagements renforcés, notamment en matière de maintien de l'emploi et de formation professionnelle. Parfait. Donc merci pour ces précisions. Donc voilà, comme tu le disais, les dates d'entrée en vigueur des mesures évoquées varient vraiment selon les dispositifs. Certaines mises à jour de notre produit ont déjà été effectuées. D'autres sont encore en cours parce que ce sont des mesures qui sont complexes et d'autres, voilà, comme on parlait, l'évolution des taux neutres, bon, du coup ça va entrer en vigueur un peu plus tard. Nos experts restent pleinement mobilisés pour garantir une implémentation rapide et conforme. On a vu également la publication récente d'un décret sur les avantages en nature liés aux véhicules électriques. Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, c'est un décret qui est paru entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale et qui vient en fait annuler et remplacer un décret du 10 décembre 2002. Donc en fait, l'objectif de ce décret du 25 février 2025, c'est de modifier les règles d'évaluation des avantages en nature pour les véhicules. Toutefois, là, il y a une distinction entre la date du 1er février 2025. En effet, donc les véhicules qui sont mis à disposition avant le 1er février 2025, on applique les anciennes règles okay. Intégralement, pas de modification. En revanche, pour les véhicules qui sont mis à disposition après le 1er février 2025, là, les nouvelles règles de calcul entrent en vigueur avec des taux actualisés. Par ailleurs, ce décret prévoit des mesures dérogatoires qui viendraient à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2027 concernant les véhicules 100% électriques et écologiques, avec notamment en prévoyant un score environnemental. Très bien, on a une dernière actualité. Est-ce que tu peux revenir sur une évolution concernant la cotisation patronale pour l'assurance chômage, Mathilde? Alors oui, alors là, une autre actualité qui n'a rien à voir, mais qui émane en fait d'une nouvelle convention sur l'assurance chômage, donc, qui a été signée en novembre dernier, donc 2024, et qui a vocation à s'appliquer prochainement.
Et notamment, je souhaitais revenir aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs mesures qui sont envisagées, mais celle qui concerne vraiment nos employeurs et nos clients, c'est le taux de la cotisation patronale d'assurance chômage. Donc en fait, depuis le 1er octobre 2017, en fait, le taux avait été passé de 4% à 4,05%. Donc ici, en fait, on était vraiment dans une contribution exceptionnelle temporaire. Et en fait, cette nouvelle convention prévoit de revenir à un taux de droit commun, donc à 4%, à compter du 1er mai 2025. Parfait. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, en tout cas sur l'ensemble de ces sujets. On se retrouve tout à l'heure pour un gros focus sur la gestion des congés absences 2025, mais également sur les échéances à ne surtout pas manquer. On fait une petite pause de quelques instants avant de replonger dans l'actualité juridique et paye du moment. À tout de suite. Avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Emma. Donc tu es expert paye et produits chez Payfit et nous avons plusieurs sujets à voir ensemble. On va commencer avec un gros sujet qui entre d'ailleurs en vigueur aujourd'hui le 1er avril, la modification du plafond pour le calcul des IJSS maladies. Et oui, en effet Emma, un nouveau décret publié au journal officiel vient abaisser le plafond de revenus d'activité antérieure pris en compte pour le calcul des IJSS maladies non professionnelles. Et donc, il a baissé de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Donc, par exemple, pour un salarié à 35 heures avec un SMIC à 11,88 en 2025, la limite du salaire plafond correspondra à 1,4 fois le SMIC, donc 1 800,80 €, pour un montant de 2 522,52 € au lieu de 3 243,24 € avant la date donc, du 1er avril 2025. Donc, ce qui va porter le montant maximal de l'IJSS maladie à 41,47 € au lieu de 53,31 €. Et donc ça va concerner uniquement donc, les nouveaux arrêts de travail qui commenceront donc, à partir de cette date. Et les arrêts de travail qui auront débuté avant la date du 1er avril 2025, eux, seront toujours avec un montant maximal de l'IJSS à 53,31 €. Il faut savoir également que ce changement n'est pas sans conséquence, puisque du coup, les salariés affectés verront automatiquement augmenter la part de leur salaire maintenu à la charge de l'employeur, que ce soit dans le cadre du dispositif prévu par le Code du travail ou d'une disposition conventionnelle plus favorable. Ça va également, donc pour les salariés qui ne peuvent pas bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, par exemple pour des raisons d'ancienneté insuffisantes ou l'épuisement de leurs droits au maintien, pour eux, ça va représenter une perte nette. Et autre changement également, c'est dans le cas où c'est l'organisme de prévoyance qui assure le maintien de salaire, on peut imaginer que cela peut avoir à terme un impact sur le niveau des cotisations des organismes de prévoyance. Très bien, donc c'est un sujet qui est assez complexe. Je vous invite vraiment à poser vos questions directement dans l'onglet questions. On a un autre sujet où il y a pas mal de modifications et on en parlera aussi un peu plus dans le focus dans quelques instants avec toi. Donc c'est au niveau des contrats d'apprentissage, Quentin. Et oui, gros changement sur les contrats d'apprentissage. Donc la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a adopté définitivement le 17 février et promulgué le 28 février dernier. Il introduit une réduction des allègements de cotisations et de contributions salariales pour les nouveaux contrats d'apprentissage qui seraient signés à partir du 1er mars 2025. Donc concrètement, ça correspond à quoi ? Du coup, la limite d'exonération des cotisations salariales est réduite de 79% à 50% du SMIC. Et la part du salaire des apprentis qui dépasserait les 50% du SMIC, elle deviendrait soumise à CSG et CRDS, alors qu'auparavant, elle ne l'était pas du tout. Cela va concerner donc uniquement les nouveaux contrats, donc qui seraient signés à partir du 1er mars 2025. Par contre, pour les contrats signés avant cette date, on maintient l'ancien régime pour ces contrats. Donc on reste à 79% du SMIC et pas de cotisation à la CSG-CRDS. Parfait. Au niveau de l'apprentissage toujours, qu'en est-il des aides ? Hop là, et voilà.
Alors, au niveau des aides, petit changement. Donc, il y a un décret du 22 février 2025 qui vient abaisser l'aide à l'embauche des apprentis, mais vient aussi également réactiver un ancien système d'aide. Donc, pour l'aide unique, donc, elle continue de subsister en 2025. Donc, pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025, attention. Ouais. Et donc l'aide sera d'un montant de 5 000 euros désormais, contre par avant 6 000 euros. Par contre, elle reste bien de 6 000 euros pour les salariés reconnus travailleurs handicapés. Et donc, comme je te le disais, c'est la réactivation de l'aide exceptionnelle. Donc, c'est une nouvelle version. Et elle est mise en place également pour les contrats qui seraient signés à partir du 24 février 2025. Et il n'y a pas d'aide exceptionnelle, par contre, pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 23 février. Et donc, son montant maximum est de 5 000 euros pour les PME, donc pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et pour les grandes entreprises, elle sera de 2 000 euros. Et elle reste de 6 000 euros également pour les travailleurs reconnus en situation de handicap. Et donc ça concerne les contrats en première année d'exécution. Et c'est indépendant du niveau de la formation et la procédure de demande est simplifiée. Parfait. On a quelques mesures à garder en tête également. On fait un petit tour d'horizon, Quentin. Hop, il y en a 3 de mémoire. Oui, il y a d'autres mesures phares aussi qui concernent donc la loi de financement de la sécurité sociale. Par exemple, on a le plafond d'éligibilité de taux réduit des cotisations patronales donc à l'assurance maladie et à l'allocation familiale. Donc on passe pour la cotisation d'assurance maladie de 2,5 fois le SMIC à 2,25 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier 2025. Et pour la cotisation d'allocation familiale, on passe de 3,5 fois le SMIC à 3,3 fois le SMIC. Pareil, le premier SMIC en vigueur au 1er janvier 2025. Autre changement, c'est l'augmentation du taux de la contribution patronale qui passe de 20% à 30% pour l'attribution gratuite des actions. Et autre gros changement, c'est sur la prime de partage de la valeur. Elle rentre désormais dans le brut qui sert au calcul de la réduction générale des cotisations patronales, que la PPV soit placée ou non. Et donc cette mesure devient donc défavorable aux employeurs et risque de décourager le versement de la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci était initialement mise en place pour inciter les employeurs à partager leurs bénéfices avec leurs salariés. Parfait. Merci beaucoup, Quentin, pour tout cet éclairage. On va maintenant passer au focus. On va rester ensemble pour la première partie, en tout cas. On a pas mal parlé de contrat d'apprentissage dans les nouveautés tout à l'heure. Et on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour revenir sur les questions les plus posées. Comme ça, on a un peu tout en tête pour cette année 2025. Ce qu'on va faire, Quentin, c'est très simple. Je vais te poser des questions basiques, simples, en tout cas je l'espère, et tu pourras y répondre. Hop. Et on va commencer par la première question. Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage ? Alors, un contrat d'apprentissage est un contrat de travail spécifique qui combine formation théorique en centre de formation et formation pratique en entreprise. Cela permet donc pour son bénéficiaire de suivre une formation diplômante en alternance, donc en répartissant son temps entre des périodes de formation dans des centres de formation d'apprentis, ce qu'on appelle CFA, et des périodes de travail en entreprise. Très bien. Deuxième question, au niveau des conditions d'âge, est-ce que n'importe quel individu peut être en contrat d'apprentissage ? Alors non, il existe des conditions sur l'âge. En général, le contrat d'apprentissage est destiné aux jeunes de 16 ans à 29 ans, mais il peut exister des dérogations, notamment pour des jeunes de 15 ans, à condition qu'ils aient fini leur classe de 3e. Et l'âge maximum peut être rehaussé à 35 ans dans des cas bien spécifiques, comme par exemple un travailleur en situation de handicap ou un apprenti qui signe un nouveau contrat d'apprentissage pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui qu'il a déjà obtenu. Très bien. Bon, là, on a vu un peu les conditions. Et au niveau du contrat, est-ce qu'il y a une forme contractuelle particulière ? Le contrat d'apprentissage est majoritairement à durée déterminée. Il est conclu pour une période limitée. Généralement, elle va de 1 à 3 ans et elle dépend en fonction de la durée de la formation prévue. Le contrat prévoit également une période d'essai de 45 jours, consécutifs ou non de présence effective en entreprise. Et pendant cette période, donc, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sans préavis ni indemnité.
Concernant les conditions de rupture du contrat d'apprentissage, elles sont strictement encadrées. Donc, en dehors de la période d'essai, la rupture peut intervenir dans des cas bien spécifiques et doit respecter quand même certaines formalités. Très bien, bien noté. Au niveau du temps de travail, quelle est la durée de travail du salarié, enfin de l'apprenti en l'espèce? Alors, l'apprenti est un salarié à temps plein. Ouais. Même s'il passe une partie de son temps en CFA, son temps en CFA est compris dans l'horaire de travail. Okay. Donc, le total de temps consacré en entreprise ou dans son centre de formation ne doit pas excéder l'horaire de travail applicable dans l'entreprise. Et le temps passé en CFA peut varier d'une entreprise à une autre. Donc, par exemple, il peut travailler 2 jours en entreprise et 3 jours en CFA, ou carrément 1 mois en entreprise et 1 mois en CFA. Très bien. Et au niveau des congés payés et de la protection sociale, comme ça on fait d'une pierre deux coups, comment ça se passe? Les apprentis, du coup, ont les mêmes congés payés que n'importe quel autre salarié dans l'entreprise. Ils peuvent même bénéficier des congés supplémentaires qui seraient compris dans la convention collective. Et ils bénéficient aussi de congés supplémentaires, donc de 5 jours ouvrables, en vue de préparer leur examen, enfin leurs épreuves. Et ce congé est à prendre dans le mois qui précède l'examen. Et pendant cette durée, la rémunération de l'apprenti est totalement maintenue par son employeur. Très bien. Et au niveau de la protection sociale, comment ça se passe? Alors, au niveau de la protection sociale, l'apprenti bénéficie de la protection sociale comme n'importe quel autre salarié de l'entreprise. Il est couvert contre les accidents de travail, de trajet et les maladies professionnelles. Et si la convention collective prévoit un maintien de salaire en cas de maladie, il peut également en bénéficier à condition qu'il respecte les conditions d'éligibilité. Très bien. Et dernière question pour toi, vu qu'on est chez Payfit, on va parler de rémunération. Donc, quelles sont les règles en termes de rémunération pour les apprentis? Eh bien, sauf disposition conventionnelle particulière ou contractuelle plus favorable, l'apprenti perçoit une rémunération fixée en pourcentage du SMIC ou alors à partir de 21 ans du salaire conventionnel. Ce pourcentage évolue en fonction donc, de l'âge de l'apprenti, mais aussi selon l'ancienneté de son contrat et de son cycle de formation. Faut savoir que si le SMIC est revalorisé en cours d'année, eh ben, il faudra également penser à revaloriser la rémunération de l'apprenti. Il peut donc bénéficier des autres avantages présents dans l'entreprise, qu'il s'agisse par exemple d'épargne salariale ou de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, J'attends plus. Quentin, pour tes réponses et ton temps. N'hésitez pas à poser vos questions. On vous répond dans le chat et on se retrouve dans quelques instants avec Mathilde. On va faire un focus sur les congés absences ainsi que les échéances à venir. À tout de suite. Trop bien, bravo. Retrouve pour cette avant-dernière partie du webinar. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le replay vous sera envoyé si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, aucun problème. On va désormais faire un focus dédié à la gestion des jours fériés, des ponts et des congés payés avec toi Mathilde. Donc voilà, le mois de mai, il approche à grands pas. Et cette année encore, le mois de mai, il est riche en jours fériés, tombant un jour de la semaine. Donc bon, c'est une bonne nouvelle pour les salariés, mais ça peut être un casse-tête à gérer pour les employeurs. Donc on va faire un petit topo là-dessus. On va revenir sur les principales règles juridiques les concernant. Et on va commencer par les bases. Que dit le Code du travail sur les jours fériés, Mathilde? Alors oui Emma, donc, le Code du travail prévoit une liste de jours fériés au nombre de 11, donc comprenant, comme tu dis, pas mal de jours au mois de mai, mais pas que. Et il faut bien savoir aussi qu'en Alsace-Moselle, il y a 2 jours fériés légaux supplémentaires qui sont le vendredi saint et le 26 décembre. Donc, ce qu'il faut bien retenir également, c'est que le Code du travail prévoit que seul le 1er mai est obligatoirement chômé et payé pour les salariés, sauf exception pour en fait, certains secteurs qui ne peuvent pas s'arrêter le 1er mai, comme par exemple les hôpitaux ou bien le transport. Concernant les autres jours fériés, et le chômage ou pas, donc il faut quand même se référer aux conventions collectives ou aux accords d'entreprise
pour voir si d'autres jours sont prévus pour être chômés. Très bien. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques, notamment, là je vois là, pour les jeunes travailleurs? Alors oui, tout à fait, Emma. Très bonne question. Les salariés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés, chômés ou pas. Et là encore, bien entendu, sauf dérogation pour certains secteurs d'activité. Mais le principe, c'est celui-là. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la paye? Là, tu parlais notamment du 1er mai travaillé. Alors oui, donc du coup, cette obligation légale qu'on vient d'évoquer en découle que si le 1er mai est travaillé, il y aura une majoration de 100%. En fait, ce n'est pas une option. Là, le salarié sera payé double. Concernant, par contre, les autres jours fériés, il n'y aura pas de majoration automatique. En revanche, cela peut vraiment être prévu par des conventions collectives ou des accords de branche. Il faut bien vérifier les accords qui sont applicables au sein des entreprises. Très bien. Autre point, donc là on parlait du mois de mai, on va parler des fameux ponts du mois de mai. Comment ça fonctionne? Alors oui, on parle souvent de ce fameux pont. En fait, le pont, c'est une journée qui est habituellement travaillée et qui se situe soit entre un jour férié, soit entre un week-end ou un jour de repos. En fait, souvent, on peut prendre l'exemple du jeudi de l'Ascension. Le vendredi est une journée habituellement travaillée et se trouve entre le week-end et le jour férié. Donc là, l'employeur peut avoir la possibilité de décider que ce vendredi, on ne travaille pas. Et c'est ce qu'on appelle le pont. Donc là, plusieurs options s'offrent aux employeurs. Soit il offre une journée de repos qui sera payée, soit il propose de prendre des heures de récupération sur des heures non travaillées, ou bien il peut aussi proposer de poser un congé, mais attention, il ne peut pas l'imposer aux salariés. Là, c'est vraiment une jurisprudence qui est constante depuis 1987 de mémoire. Donc, on ne peut pas l'imposer. Très bien. Hop, on parle de congé. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles principales à l'approche de la période estivale, Mathilde? Oui, alors du coup, les congés payés, donc il y a bien deux notions différentes à avoir en tête. Donc, c'est la période d'acquisition et la période de prise. Concernant la période d'acquisition, donc en fait, normalement, elle se fait sur une période de référence qui s'étale en fait du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Or, on peut prévoir une autre période de référence selon les conventions collectives, mais principalement, c'est celle-là. Concernant la période de prise, elle comprend légalement, en fait, elle se prend entre le 1er mai et le 31 octobre. Donc, il faut un certain nombre de congés qui soient pris sur cette période-là, sauf, encore une fois, accord ou décision de l'employeur suite consultation du comité social et économique pour d'autres périodes de prise. Parfait, donc merci beaucoup pour tous ces éclairages. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux employeurs pour anticiper cette période printanière? Alors oui, il faut anticiper, communiquer et surtout, comme je le dis depuis tout à l'heure, vraiment vérifier ce qui est prévu par les accords, soit de branche, soit internes à l'entreprise, parce que vraiment, chaque entreprise peut avoir des règles spécifiques et souvent, ces accords en fait, prévoient des règles sur l'ordre de départ en congé payé, cette planification, les délais d'information auxquels l'employeur doit respecter pour les salariés. Et je voulais aussi rajouter, ce qui est aussi une notion importante sur les congés payés, c'est que tous les salariés peuvent en bénéficier, y compris les cadres dirigeants, et quel que soit le contrat de travail et quelle que soit la durée. Donc, que ce soit un CDI, un CDD, un temps partiel ou un temps plein. Donc, ça, il faut bien veiller à toutes ces règles spécifiques qui vont s'appliquer à une grande majorité des salariés. Bon à savoir. On a eu des nouveautés récentes en matière de congés payés. Donc, ça me semblait important de refaire un petit point là-dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler les principaux changements à connaître? Alors oui, comme vous le savez, il y a eu un grand bouleversement dans le monde du droit du travail l'année dernière, et notamment avec la publication d'une loi le 24 avril 2024, donc qui prévoit plusieurs évolutions, mais deux majeures concernant les congés payés. Donc, l'employeur maintenant a une nouvelle obligation d'information
lors du retour d'un arrêt de travail auprès d'un salarié. Donc, il a 1 mois après le retour au poste du travail. Et il doit informer son salarié du nombre de jours disponibles, mais également de la date limite pour pouvoir prendre les congés qui sont encore disponibles. Donc, il faut être assez vigilant et pour toute traçabilité et preuve, nous recommandons du coup une preuve écrite. Mais ça appartient Totalement à chaque employeur, la forme qui sera utilisée. Et ensuite, la deuxième nouveauté, c'est des nouvelles règles concernant le report des congés payés. Donc en fait, le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés payés du fait de son arrêt bénéficie d'un délai de report de 15 mois à compter de la reprise de son travail. Merci beaucoup Mathilde pour ce focus. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On va revenir rapidement sur quelques échéances paye à ne pas manquer dans les prochaines semaines. On parle notamment de la journée de solidarité, Mathilde. Alors oui, exactement, la journée de solidarité. Donc pour rappel, c'est une journée de travail supplémentaire qui ne sera pas rémunérée et qui doit être effectuée chaque année par tous les salariés. En fait, l'objectif est de financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Et concernant les modalités d'accomplissement, donc cette journée de solidarité peut émaner d'un accord collectif, d'un accord de branche ou bien selon une décision de l'employeur après consultation du comité social et économique. Donc pareil, ces modalités d'accomplissement peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Toutefois, les différentes options qui sont possibles, c'est en fait de travailler un jour qui était précédemment chômé, mais autre que le 1er mai. Donc souvent, ça peut être le lundi de Pentecôte. Ou bien un jour de RTT, ou bien toute autre modalité qui permet en fait le travail de 7 heures non travaillées et donc non rémunérées. Petit point de vigilance, on se pose souvent la question, c'est le cas des salariés qui arrivent en cours d'année. Donc en fait, soit ils l'ont effectué chez le précédent employeur, soit ils ne l'ont pas effectué. Donc dans le cas où le salarié a déjà effectué sa journée de solidarité, les heures qui seront effectuées chez le nouvel employeur devront être rémunérées. Il ne va pas réaliser 2 fois la journée de solidarité. Très bien. Le solde de la taxe d'apprentissage, le paiement arrive très rapidement. Oui, totalement, Emma, ça arrive au mois d'avril. Donc là, important de vous rappeler également que cette taxe d'apprentissage donc en fait, se divise en 2 modalités. Donc il y a la part principale qui permet le financement de la formation d'apprentissage, donc elle qui est versée via la DSN. Mais aujourd'hui, on parle en fait du solde de la taxe d'apprentissage qui vient, elle, financer des formations initiales, techniques et professionnelles. Donc, le solde sera à déclarer et à payer via la DSN d'avril 2025 au titre de l'exercice 2024. Donc, dorénavant, il y a un nouvel outil dématérialisé qui s'appelle la plateforme Soltea, qui va bientôt ouvrir, permettant en fait aux employeurs de choisir les bénéficiaires de ce solde de la taxe d'apprentissage. Et notamment, il y aura un catalogue qui sera mis à disposition où les employeurs pourront identifier quelle entreprise ils souhaitent soutenir et aussi déterminer la part de ce solde. Donc, il est possible de diviser ce solde en différentes parts. Très bien. Et un dernier point, la DOETH, Mathilde. Alors oui, pour rappel, la DOTH, c'est toutes les entreprises d'au moins 20 salariés est tenue d'employer des bénéficiaires à l'OETH, donc c'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, dont la proportion de 6% de l'effectif moyen annuel. Ici, on est venu aussi rappeler et distinguer, il existe 2 déclarations distinctes, donc une mensuelle, une annuelle. Donc la mensuelle, en fait, elle concerne toutes les entreprises. Donc quel que soit l'effectif, les employeurs doivent déclarer chaque mois via la DSN leur effectif au ETH. Or ici, dans les échéances paye à venir, donc qui vont arriver via la DSN d'avril 2025, qui sera exigible
le 5 ou le 15 mai. C'est la déclaration annuelle. Et là, pour le coup, elle concerne que les entreprises d'au moins 20 salariés qui doivent effectuer cette déclaration annuelle. Parfait. Merci beaucoup Mathilde. On vous l'avait dit, on est sur un webinaire très dense. On a vu pas mal de choses ensemble, mais voilà, c'est pour justement vous donner le maximum d'informations. Vous aurez accès à la présentation, vous aurez également le replay pour tout revoir ensuite à votre rythme. Et le replay également, n'oubliez pas, vous permet de retrouver les réponses à vos questions dans le chat. Donc voilà, vous aurez accès à toutes ces informations. Merci beaucoup Mathilde pour ton temps. Merci Emma. Et on se retrouve dans quelques instants pour voir ensemble les dernières nouveautés produits à ne surtout pas manquer. À tout de suite. Retrouve maintenant avec Raïssa. Bonjour Raïssa. Bonjour Emma. Donc Raïssa, tu es Senior Product Marketing Manager chez Payfit et on me dit qu'il y a quelques nouveautés au niveau de la page de suivi des déclarations. Tout à fait. Parce qu'on parle d'arrivée, qu'on parle de sortie des collaborateurs ou tout simplement de salaire versé mois après mois. Avec Payfit, les déclarations sociales, c'est notre affaire. À cet égard, on a d'ailleurs des qualités de déclaration et de traitement de ces déclarations vraiment inégalées sur le marché. Je prends un exemple pour les FCTU, donc les déclarations qui accompagnent la sortie d'un collaborateur. 95% de nos FCTU sont adressés dans les moins de 5 minutes. Donc on est vraiment sur des performances pas mal du tout. Ouais. Néanmoins, on peut comprendre qu'il y a quand même toujours un petit effet boîte noire qui persiste autour du sujet des déclarations et que parfois il peut y avoir des questions qui subsistent de la part de nos clients, notamment sur le traitement des dites déclarations. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer le hub de déclaration, enfin une page de suivi des déclarations d'ailleurs, pour ne pas faire trop d'anglicisme, qui va permettre à tous nos clients, elle sera accessible à tous dès la mi-avril, d'être informés en temps réel sur le statut de leur déclaration pour le coup. Donc on peut le voir ensemble on voit ça, rapidement. On va lancer une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop, et c'est juste là. Voilà, donc comme on peut le voir, nos clients vont pouvoir consulter l'état de leur déclaration mensuelle. On a une petite timeline dès le haut de la page qui permet de savoir exactement où on en est. Il est même possible de télécharger la preuve de dépôt, ce qui parfois peut être salutaire si jamais on a eu une notification d'un organisme. Un peu plus bas, on a aussi l'historique des déclarations envoyées par Payfit au cours des mois précédents. Et très prochainement, enfin oui déjà, on a aussi accès à des petits blocs qui nous permettent d'avoir des ressources pédagogiques sur ce que c'est que la déclaration sociale de façon générale. Voilà, il y en a en bas, il y en a sur les côtés également. Et un peu plus tard dans l'année, nos clients pourront aussi gérer directement depuis la plateforme des actions pour laquelle Payfit a besoin d'eux pour avancer, comme c'est suggéré là avec le petit bouton rouge qui leur demande d'effectuer une action tout simplement. Et tout ça, ce n'est qu'un début, puisque dans les mois à venir, on va aussi permettre à nos clients de gérer les déclarations événementielles, plus particulièrement les déclarations d'arrivée, enfin la DPAE et la FCTU, qu'on évoquait du coup au début de cette présentation. Et donc en bref, pour nous, c'est l'occasion d'être plus proactif dans la façon dont on répond aux questions de nos clients, d'aller un peu plus loin aussi dans notre promesse d'apporter de la transparence pour nos utilisateurs. Et pour les utilisateurs, c'est un outil de pilotage qui leur permet d'avoir plus de transparence, d'être rassurés sur cette question assez épineuse des déclarations à obligations sociales. Et ça, sans pour autant que ça signifie plus de travail, plus de tâches à effectuer de leur côté. Voilà. Parfait. On vous accompagne toujours avec ces nouveautés. Une deuxième nouveauté dont on va parler, il s'agit d'une intégration avec Edenred. Tout à fait. Alors, on sait que beaucoup de nos clients passent par Edenred pour proposer des titres restaurants à leurs collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on est assez content de lancer cette intégration qui va permettre de synchroniser évidemment les données entre nos deux applications. Ça va permettre d'un côté pour les admins Payfit, pour la création des comptes Edenred, de ne pas avoir besoin de ressaisir l'information concernant les collaborateurs. Et de l'autre côté aussi sur Payfit, transmission automatique des informations, notamment liées aux commandes des tickets restaurants. Comme ça, à la fin, c'est moins de tâches, moins d'erreurs et plus d'efficacité au quotidien. Parfait. On vous accompagne toujours sur ce sujet. Et on a un troisième point à aborder ensemble. Il s'agit de la fonctionnalité Feedback 360. Si tu veux, je vais lancer la vidéo. Comme ça, on pourra... Parfait, ouais.
Parfait. Bah, écoutez, écoutez pour les clients, ça a donc été présenté il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois déjà, par ma collègue. La fonctionnalité Feedback 360, elle a été rajoutée à notre module RH, donc le module qui permet de gérer tout ce qui est entretien de fin d'année, entretien de performance, etc. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est que ça permet d'enrichir les évaluations traditionnelles en rajoutant à la dimension classique auto-évaluation, évaluation par les managers, une nouvelle notion d'évaluation par les pairs. Donc tous les collègues, même d'autres parties prenantes, on peut penser à d'autres fonctions, qui ont eu à travailler avec un collaborateur de l'entreprise à un moment donné, peuvent être sollicités pour ajouter leurs commentaires, leur évaluation sur les savoir-être, la qualité de la collaboration avec ce collègue à un instant donné. Et ça donne donc une dimension beaucoup plus 360 à l'évaluation qui est faite de ce collaborateur à un instant donné. Donc ça permet vraiment de moderniser et de rendre les évaluations beaucoup plus inclusives et beaucoup plus justes aussi. Donc c'est disponible sur notre plan RH+. Et voilà, donc on invite chaleureusement les clients qui ne l'ont pas encore testé à se lancer. Parfait, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Payfit pour en savoir plus sur ce plan si vous n'y avez pas encore accès. Bah, écoute, merci beaucoup Raïssa Merci pour cette présentation. N'hésitez pas à répondre au petit sondage concernant ce webinaire. Est-ce que vous avez été satisfait? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer également? N'hésitez pas à en parler dans le chat sans problème. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. On reste encore un peu présent dans le chat pour répondre aux dernières questions qui sont posées. Et nous, on va se donner rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle édition. Et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. À très bientôt.